Alors, bonsoir, bienvenue à tous ceux qui sont présents et à tous ceux qui vont nous rejoindre dans le replay. Alors, ce soir, dans cette méditation numéro 4 de la conscience et de l'inconscience, quand l'inconscient devient allié, euh, la tonalité change ici. Après avoir vu, reconnu, distingué et puis déposé, on entre dans un espace plus mature en fait. L'inconscient n'est plus vu comme un poids, il commence à apparaître comme une intelligence ancienne, hein. Mais si l'inconscient n'était pas un adversaire, s'il n'était pas une erreur, et s'il était une intelligence prostrée, oh, je vais pas y arriver. Bon, voilà, vous avez compris? Pas compris? C'est pareil. Qui a simplement travaillé seul trop longtemps. Et cette méditation ouvre un autre regard, non pas pour idéaliser l'inconscient, mais pour reconnaître qu'il a toujours essayé de protéger la vie, même dans les réactions excessives, même dans les automatismes rigides, même dans les peurs, il y a toujours eu une tentative de préservation. Aujourd'hui, on ne vient pas corriger, on vient rencontrer. Et quand une prospection est rencontrée sans être combattue, elle change naturellement de fonction. Depuis le début de ce cycle, hein, nous avançons comme si nous descendions couche après couche. Et la première méditation a été un déplacement fondamental. Regarder sans chercher, cesser de traquer, cesser d'améliorer, cesser de vouloir transformer. Et cela a déjà changé quelque chose parce que tant que la conscience cherche à corriger, elle maintient une tension subtile dans le système. Regarder sans chercher, c'est permettre au corps de ne plus se sentir surveillé. Et puis, dans la deuxième méditation, nous avons exploré ce qui agit en silence. Nous avons vu que beaucoup de choses se passent avant même que la pensée intervienne. Une contraction dans le ventre, un resserrement dans la gorge, un micro figement dans les épaules et parfois une émotion qui monte sans cause apparente. Alors, la conscience, elle peut dire je vais bien, mais le système nerveux, lui, continue d'anticiper. Donc, nous avons commencé à sentir ces mouvements. Puis, dans la troisième méditation, nous avons fait un pas encore plus fin. Nous avons distingué ce qui est réellement à nous et ce qui a été absorbé. Certaines peurs ne viennent pas de notre histoire actuelle. Certaines responsabilités ne nous appartiennent pas. Certaines loyautés ont été intégrées par amour. Et parfois, quand cela est reconnu, le corps respire différemment. Même, mais voilà, il reste encore quelque chose. Même après avoir regardé, même après avoir senti, même après avoir démêlé, il peut rester une posture intérieure très subtile, une méfiance, comme si que l'inconscient restait quelque chose à surveiller, hein, comme si qu'à à tout moment, bah, quelque chose pouvait encore surgir. Et c'est très humain, hein, parce que depuis longtemps, on nous a appris que l'inconscient était une zone problématique, quelque chose à analyser, à purifier, à dépasser. Et même sur un chemin spirituel, on peut continuer à vivre une division intérieure, la conscience en haut, l'inconscient en bas, la lumière d'un côté, les zones d'ombre de l'autre. Et tant qu'il y a division, il y a tension. Cette quatrième méditation vient précisément ici. Nous allons changer la relation, non pas travailler sur l'inconscient, mais
transformer la manière dont nous la percevons. Et si l'inconscient n'était pas un problème? Et si c'était une intelligence? Prenons, un exemple, ouais, très simple. Imagine, une personne qui, dès qu'on lui parle un peu sèchement, se referme. Elle peut penser, «Je suis trop sensible, j'ai un problème, je dois travailler dessus». Mais si on regarde autrement, peut-être que cette réaction est une ancienne protection. Peut-être qu'à un moment de sa vie, se refermer a été une manière de survivre. Le problème n'est pas la réaction. Le problème, c'est que cette réaction fonctionne encore comme si que le danger était présent, comme quelqu'un qui anticipe toujours le pire. Il sait que c'est irrationnel, il comprend que ce n'est pas logique, mais le corps continue d'anticiper. Et pourquoi? Parce que le système nerveux a appris que prévoir était une manière d'éviter la douleur. Alors c'est pas une faiblesse, hein, c'est une stratégie. L'inconscient est rempli de stratégies, des stratégies d'adaptation, de protection, des stratégies de survie. Le problème n'est pas qu'elle existe, le problème est qu'elle fonctionne seule. Dans cette quatrième étape, nous allons permettre une coopération. La conscience ne va plus essayer de corriger ses stratégies, elle va les reconnaître. Et quand une stratégie est reconnue, elle n'a plus besoin de crier, elle peut devenir ressource. La vigilance peut devenir discernement, la peur peut devenir intuition, la mémoire peut devenir sagesse. C'est un renversement profond. Vibratoirement, cela signifie quelque chose de très simple, hein. L'énergie qui était contractée dans la défense commence à circuler. Quand une part de nous ne se sent plus jugée, elle se détend. Et quand elle se détend, elle ne lutte plus contre la conscience, elle collabore. C'est ce passage que nous allons explorer concrètement. Nous allons sentir une réaction, ne pas la corriger, ne pas l'interpréter et voir ce qui se passe quand elle est accueillie comme une intelligence. Et souvent quelque chose change. Ce n'est pas spectaculaire, c'est organique. On sent que le corps n'est plus en opposition avec lui-même. C'est là que l'inconscient devient allié. Il n'est plus pilote automatique, il devient signal, il devient formation, il devient soutien. Et cela transforme profondément la posture intérieure. Parce que tant que nous pensons que quelque chose en nous nous sabote, nous restons divisés. Mais si rien ne sabote, si tout protège, alors il n'y a plus d'ennemi intérieur, il y a un système qui apprend à s'unifier. Et alors cette méditation est plus mature, on va dire. Elle ne cherche pas l'extase, elle cherche la stabilité. Si l'on regarde au-delà du plan psychologique, l'inconscient n'est pas seulement personnel, il est un champ de mémoire, un champ d'information, un champ de traces. Chaque être humain porte en lui une histoire biologique, une histoire familiale, une histoire collective. Mais au-delà de cela, il porte aussi la mémoire du vivant. Le système nerveux n'est pas apparu hier. Il est le fruit de millions d'années d'adaptation. Il contient des réflexes archaïques, des réponses anciennes, des empreintes du danger. Lorsque quelque chose en nous se contracte, ce n'est pas seulement mon histoire, hein, c'est l'ego
parfois d'une mémoire plus ancienne, plus vaste, une mémoire du vivant. Et tant que nous considérons ces mouvements comme des erreurs, nous créons une tension supplémentaire. Le système nerveux a une seule fonction au départ, survivre. Il apprend par répétition. Danger, pour lui, c'est contraction. La sécurité, c'est la détente. Si une situation est vécue comme dangereuse, le corps enregistre et il garde la trace. Ce n'est pas mental. Le cerveau et le système nerveux modifient leurs circuits en fonction de l'expérience. Parce que quand quelqu'un réagit fortement à une situation banale aujourd'hui, ce n'est pas irrationnel, c'est souvent une mémoire ancienne, une stratégie de survie, un schéma protecteur. Le corps ne cherche pas à saboter, il applique un programme qui a déjà servi, même si ce programme n'est plus adapté. Le système nerveux est archaïque. Ton système nerveux ne date pas de ta naissance. Il est le résultat de l'évolution du vivant. Avant toi, il y a eu des mammifères, des reptiles, des organismes primitifs, des êtres qui ont dû survivre. Le réflexe de sursaut, la contraction face au danger, la vigilance au bruit, la fuite, quand tu te sens figé, en fait, ce sont des réponses anciennes, très anciennes. Elles sont inscrites dans le vivant depuis des millions d'années. Quand je parle de millions d'années, je rappelle quelque chose euh, d'humiliant et de rassurant à la fois, en fait. Nous ne sommes pas juste des individus modernes, nous sommes des organismes issus d'une longue lignée d'adaptation. La peur n'est pas un défaut moral. La vigilance n'est pas une faiblesse, ce sont des outils anciens. Le problème n'est pas leur existence. Le problème est quand ils fonctionnent sans la conscience. Et là, la quatrième méditation prend tout son sens. Quand la conscience rencontre ces mécanismes archaïques, sans les juger, ils cessent d'être automatiques. Ils deviennent intelligents. Mais si nous les regardons comme des forces primordiales, si nous reconnaissons que l'inconscient contient aussi une intelligence cosmique, alors la posture change vibratoirement. L'inconscient n'est pas à l'ombre, il est la profondeur. La conscience, elle, est lumineuse, expansive, mais la profondeur donne la stabilité. La conscience voit, l'inconscient soutient. La conscience éclaire, l'inconscient ancre. Lorsque ces deux dimensions sont séparées, il y a instabilité. Lorsque la conscience cherche à s'élever sans inclure la profondeur, eh ben, il y a des équilibres. Beaucoup de chemins spirituels ont valorisé l'ascension, monter, dépasser, transcender. Mais si l'on ne descend pas aussi profondément, ben, le système reste fragile. Dans cette quatrième méditation, nous faisons un mouvement d'unification verticale. La lumière ne combat plus la profondeur, elle la traverse. La profondeur ne résiste plus à la lumière, elle la soutient. C'est un accord et cet accord change la vibration globale. Quand l'inconscient devient allié, l'énergie cesse d'être fragmentée. Ce qui était utilisé pour se défendre devient force de présence. Ce qui était utilisé pour anticiper devient capacité de lecture fine.
Ce qui était utilisé pour se contracter devient stabilité intérieure. Il y a alors un phénomène très subtil qui peut apparaître, un sentiment d'assise, comme si que l'on était posé plus bas, plus dense, plus tranquille, moins réactif, plus centré. Ce n'est pas un état exalté, c'est un état stable. Et c'est cette stabilité qui permet ensuite à la conscience de s'ouvrir encore plus, parce qu'elle n'a plus besoin de compenser une profondeur instable. C'est un passage très important dans un chemin intérieur. Car tant que l'on cherche à dépasser une part de soi, on entretient une lutte. Mais quand la profondeur est reconnue comme intelligence, ben, la lutte cesse et l'énergie circule différemment. Il peut y avoir à ce moment-là moins de fatigue nerveuse, moins de suranalyse, moins de besoin de contrôle, plus de confiance corporelle. La confiance ne vient pas d'un effort mental, elle vient d'un système qui n'est plus divisé. C'est cela que nous allons explorer. Pas une expérience spectaculaire, mais un réalignement, une coopération, une union intérieure. Et cette union prépare naturellement la suite du cycle, parce que lorsque l'inconscient devient allié, il ne reste plus grand-chose à combattre, il ne reste plus qu'à intégrer. Alors, vous allez pouvoir vous installer et nous allons pouvoir commencer ce soir. Installe-toi. Avant même de commencer de parler d'inconscient, le corps doit sentir qu'il n'a rien à défendre.